Brothers and sisters, let us start by recognizing Maurice Bucaille. The Holy Scriptures examined in the light of modern knowledge. The Bible, the Quran, and the science. This is one of the chosen books by the light of our God. Here we can see that Maurice Bucaille, the Bible, the Quran, and science, the Holy Scriptures examined in the light of modern knowledge. Translated from the French by Alastair D. Panel and the author. Let us see the introduction in the preface, because we have Old Testament, but we have introduction. It is very important for us to recognize the Bible or the Quran and biblical narrations. Before that, let us hear also the outlook or the general outlines, origin of the Bible. Books of Old Testament, the Torah of Pentateuch, the historical books, the prophetic books, the books of poetry and wisdom. The books of poetry and wisdom, we will find them in the Black Voices. A great transformation is occurring in American writers such as Ralph Ellison, Richard Wright, James Baldwin, and Leroy Jones, and Malcolm X have grounded their work in the Negro experience in America, in revealing what it is to be Black. They tell what it is to be human and have thus added an organic new dimension to our modern literature. Here you have a quotation from James Baldwin. Quote, "If you don't know my name, you don't know your own." I apply it on my name, Ndomo. If you don't know my name, you don't know your own, because my name is a mystical name. It has meanings. What means Ndomo? Culture, language, proverbs, epithet, and this name is found all around the African
Francophone and Anglophone areas where our people were scattered all over the world, include Ngwanawana. What means Ngwanawana? America, Africa, Asia, Australia. The 4A, the letter A, the first letter of the alphabet is A. Black people are not only black. They have 5 colors: albinos, brown, métis, black, and white people. African people have white people, 5 colors. We call it diversity of the races, according to God's divine creation, which put all of you in confusion. The white man comes from the black man. The first man of the world was black. The second man of the world was albinos, Noah, after the flood. We need to open our worldwide struggle and history. To make it easy for you, we have Alex Haley Racine in French. In English, roots. Yes. Without that knowledge, we cannot understand the Bible. We have the first slaves that went around the world to open the gates. The new words came from the door under the world mountain, which is called Cameroon today. It is from there that everything began. At the gate of non-return that I went in 2013 to show my people and to show to our church leader, Lordship Emmanuel Pusho, and the government of Limbe invited us, welcomed us with his staff. You have several videos that I published. All of them discovered that sacred door from where they could take you all over other places and they come and pass with you there to go and put you
in the boat, or to go and ship you in Senegal, Gorée, or to go and send you and Sao Tome the Principe, or to take you to Gabon. Gabon, Sao Tome, Senegal. Then they ship you to, some of them, to Madagascar. It was a small island. It is from there that those who went to Asia could cross easily. But everything started at the feet of the Cameroon mountain. The chariot of God mountain. There is no any other chariot of God mountain in the whole world. It is in Cameroon. That's why Cameroon is the cradle of the humanity. And that's why Cameroon is called the world in miniature. They take you there, they come with you from Chad, they come with you to Guinea Equatorial, they take you from Centrafrique, they take you from Benin, they mix you, and then they go with you at the gate of Senegal, where we have Gorée. Because Senegal to Guyane, when I came, I told them 11 days. If you do more, it means that I'm not accurate. And they did 11 days from Guyane to Senegal. Then I validate my research with that. Then I told them it is from Guyana, French Guiana, that the doors to the other island around will connect you to America. That was also validated. Now, I repeat, the real people, black, Bushinenge, Nenge, did not come from Congo because Congo was the first place. No. All the people of the two Congos, Congo Libreville and Congo Brazzaville. The name Brazza and Libreville have meanings. It means when they take you from Cameroon, they cross with you first to Brazza. They brass you, they put you together, and then they start choosing those who will cross to go to Libreville. You become free. And then from there, they choose who is who. Do you stay, or they go with you? Are you going to China? Do you go to America? Are you going to all those small islands around the sea there? That's why there is a very great confusion. But the first slaves that gained independence is still today in the chain of slavery. Yes. Let us
understand why. Now, when I went to China, I didn't go like tourists that are going there. The government pay them trip, or the association are giving them no. The Lord asked me to do as Jesus Christ without any help. Then, upon my arrival in Guyana, I discovered Nashi people. And I bought the book. Yes. It was in 2002. I bought this book on 17 June 2002 when I met with the Nashi nationality. You have the pictures. We compare our writings. And here, nothing was predicting that I will one day meet our brothers of China. And when I entered in their museum, then I discovered no obstacles can stop a fine horse. Aim high. Yes. No obstacles can stop a fine horse. Proverb. Aim high. I have an aim high. Proverbs of the Nazi nationalities, from whom you can see our first writings and the Egyptian writings. And you can see how the writings started by pictures, as God was showing to our first ancestor, Adam. He shows him a tree. He teaches him the name, how to spell this tree in his language, in my language. Adam, the first language of the world, carry my name, Ndomo. And Ndomo means many things. And my name is the name of a patriarch at the side of my mother. And the village of my uncle that I carry name, who gave me his name, is called Ponsolo. And the Chinese government provided me 200 hectares to set up Ponsolo village. I still think that can happen. Because in this book, Le Livre du Monde, Voyage en Chine, Professor Pascal Bokolo said, on page 57, donc, avoir d'un côté le développement économique et de l'autre l'édification spirituelle, c'est ce que Deng Xiaoping appelle avoir deux mains fortes.
Grâce à la réforme agraire, la Chine a réussi le miracle de nourrir 20% de la population du monde, soit 1,3 milliard d'habitants, avec seulement 7% de terres arables. Les Chinois, je le sens, se font un orgueil national de rappeler qu'avant 1978, ils n'arrivaient pas à trouver la solution des épineux, la solution aux épineux problèmes de l'habitation et de la nutrition du paysan, et qu'après la réforme agraire, la production a atteint rapidement les chiffres records de 500 millions de tonnes par an. 20 ans après, en 1990, la Chine est classée première productrice mondiale de céréales. L'autosuffisance alimentaire est assurée. Les stocks accumulés en 1999 sont tels que le gouvernement a dû décider de baisser la production pour ne pas provoquer la chute des prix au détriment des paysans. Le revenu des paysans est passé de 134 $ par tête d'habitant en 1978 à 2210 $ en l'an 2000, au moment où je rencontre le professeur Bekolo Pascal lors de la première rencontre Chine-Afrique pour cette coopération gagnant-gagnant que je proclamais malgré les humiliations. Aujourd'hui, voilà une prophétie qui se réalise et qui est réalisée. La Chine devient une des forces incontestables de l'économie du monde. Nous sommes donc là. Le revenu des paysans est passé de 134 $ par tête d'habitant en 1978 à 2200 $ en l'an 2000, soit 5,5 fois. Combiné à l'amélioration de l'état sanitaire, cette augmentation du revenu a fini par porter l'espérance de vie du Chinois à 71 ans. Avant 1978, la Chine pratiquait le système de quotas de distribution des céréales et d'équipes de travail par parcelle. La réforme introduit le système de responsabilité forfaitaire basé sur la cellule familiale. C'est ce qui a libéré l'esprit d'initiative, nous explique-t-on. J'en reste médusé, car ce qui est introduit en Chine comme réforme est pratiqué au Cameroun à l'état naturel depuis toujours. Les paysans sont propriétaires de leurs champs, par famille justement, et ils n'en tirent presque rien. Comme quoi, l'esprit de créativité ne jaillit pas spontanément des hommes et des communautés, il faut le susciter par des mesures appropriées. Le gouvernement chinois parachève l'amélioration du niveau de vie du paysan par la mise à sa disposition des commodités de la modernité, les voies de communication, l'électricité, le téléphone, les soins sanitaires. L'effet pervers de la modernisation des techniques agraires, la libération d'une main-d'œuvre excédentaire qui est tentée de l'exode rural est corrigée par la création dans diverses localités d'usines de transformation de matières premières
autour desquelles se constituent des agglomérations rapidement transformées en bourgs, véritables petites villes de campagne qui absorbent cette main-d'œuvre. La réforme au milieu urbain vise, quant à elle, à corriger les effets pervers du système économique du système économique centralisé et planifié. Je reprends. La réforme au milieu urbain vise, quant à elle, à corriger les effets pervers du système économique centralisé et planifié. La solution a consisté à redynamiser les entreprises publiques, à créer des entreprises modernes qui fonctionnent dans le système socialiste. On laisse les entreprises fonctionner de façon autonome selon le système de marché. On transforme les entreprises publiques en entreprises par action dans lesquelles l'État devient actionnaire. Les gestionnaires, autrefois nommés parmi les cadres de la fonction publique, sont maintenant pris sur le marché des compétences, l'État ne conservant que la présidence du conseil d'administration. Voilà ce qui a dopé les travailleurs et les entreprises parapubliques. À quoi il faut ajouter l'encouragement de la création des entreprises collectives à capitaux étrangers. Ici encore, j'observe des similitudes frappantes dans la situation ancienne au Cameroun et en Chine, et des divergences énormes dans la recherche des solutions. Les deux pays partent de la mauvaise position du système planifié et centralisé. Cependant, le système d'entreprise parapublique à capitaux mixtes que la Chine réformatrice pratique est celui que le Cameroun quitte. Sous l'instigation de l'ajustement structurel pour embrasser la privatisation, la vente pure et simple des entreprises. Les étrangers chez nous n'investissent pas. Ils achètent nos investissements. Sauvegardés de justesse par un puissant attachement affectif national, la Camer offre actuellement le seul exemple avec la nomination d'un homme d'affaires à sa tête d'une entreprise d'État qui va chercher la compétence sur le marché. Depuis une décennie, les économies africaines sont à l'arrêt, fermées pour cause d'inventaire. Vaste audit commandité par les institutions financières internationales, les ajustements structurels, avec leur cortège de compression, de privatisation, de dévaluation, de réduction de train de vie de l'État, de baisse de salaire, de chute des coûts de produits de rente, de programmes de première génération, ont pris le pas sur les projets. Point. Le mouvement de développement ne reprendra que lorsque les pays africains auront fini de rétablir leurs grands équilibres, réduire leurs déficits, maîtriser l'inflation, sécuriser leurs recettes, faciliter leur exportation, favoriser l'investissement. C'est alors qu'ils pourront accéder à la dignité des pays pauvres, très endettés. Décidément, l'économie a ses raisons que la raison ne comprend pas. Le Cameroun, pour sa part, vient de valider toutes ces unités de valeur. Ces résultats ont été reconnus par les institutions financières internationales. L'horizon est dégagé. Il ne lui reste plus qu'à entamer la remontée. La Chine a dû son salut singulier parmi les pays du tiers-monde, non seulement à sa farouche volonté d'autonomie
et d'indépendance, mais également à son faible taux d'endettement, ce péché originel des économies du tiers-monde. Les Chinois sont aussi libres que nous sommes serfs. Côté relations internationales, la Chine pratique une diplomatie appuyée sur 6 piliers. L'autonomie et l'indépendance pour tous les peuples du monde. La sauvegarde de la paix mondiale, principe qui lui interdit de prendre part par alignement à quelque guerre que ce soit. La lutte contre l'hégémonisme. D'après la Chine, la mondialisation n'est qu'une forme déguisée de l'hégémonisme moderne. Le droit d'ingérence humanitaire et le principe des droits de l'homme supérieurs à la souveraineté sont des prétextes pour le néocolonialisme. Le règlement des conflits par la négociation pacifique, principe grâce auquel la Chine a pu régler ses problèmes de frontières. Là où la solution n'a pas été trouvée, cas de Taïwan, elle a recouru au principe 2 points, un pays, 2 systèmes. Concernant les organisations internationales, la Chine déclare n'avoir confiance qu'en l'ONU. Même si bien de choses demandent à être réformées dans cette institution née après la Deuxième Guerre mondiale. Les autres groupes tels que le G8 n'inspirent pas confiance. Un autre pilier important du système chinois, 2 points, l'information. Le département de la communication du Parti communiste chinois a la charge de la mobilisation de l'information et de la sensibilisation des masses. Sa tâche est de faire appliquer les orientations du comité central, d'éduquer les masses, d'armer les populations de théories scientifiques, d'idées correctes et d'offrir une garantie en matière de pensée et de modernisme. Le travail de la pensée idéologique est le centre du travail du parti. Non seulement l'homme existe parce qu'il pense, mais l'homme est ce qu'il pense. Le département de la communication représente les yeux et les oreilles du parti dans toutes les structures de la société. Il constitue le ruban qui lie le parti et la population. Les Chinois pensent que les valeurs humaines ne nous tombent pas du ciel. Elles se forment par étapes. Il faut éduquer la population par les opinions, les images, la pensée. Il faut renforcer le patriotisme et donner une vue correcte sur la vie et le monde. Il faut en particulier développer la pensée sur le marxisme. Marx. La science, donc il faut en particulier développer la pensée sur le marxisme, la science, pour lutter contre l'obscurantisme incarné en Chine par la secte Falun Gong. Placer l'information au-dessus de tout. L'information économique aussi bien que l'information spirituelle, c'est-à-dire la science, la technique, la culture et l'idéologie. Quel que soit son poste, chaque cadre doit avoir la double compétence scientifique ou professionnelle et idéologique. Une bonne information est à la fois une arme d'attaque et de défense. Le développement d'un pays doit se juger non seulement à son économie et à son armée, mais aussi
à sa capacité d'information. La Chine, vaste pays continental, ne peut survivre que grâce à la pensée et à l'information. Au Cameroun, une rumeur lancée le matin peut revenir le soir à son propriétaire après avoir fait le tour du pays. En Chine, l'espace est si vaste qu'il faut relayer machiner le parcours de l'information. À la ligne, bien que la guerre froide soit finie, certains pays continuent de ruminer des intentions belliqueuses. La guerre froide dort en réalité sous sa cendre. Donc, la lutte idéologique est loin d'être terminée. Pour réaliser ce vaste et profond programme informatique, le Parti communiste chinois dispose de plus de 1000 stations de télévision, plus de 2000 journaux, 8000 revues et périodiques, une trentaine d'usines de cinéma, plus de 700 maisons d'édition, 800 sociétés de presse avec sites web. L'évaluation de la qualité artistique et culturelle est une partie importante du travail d'information. D'où la construction des foyers types et des villes types de civilisation. Dans l'art chinois, la priorité est donnée à l'effet social des œuvres. La censure écarte les œuvres qui visent à détruire la stabilité et la cohésion sociale. En dehors de ces fruits défendus, la presse et l'art sont libres. À la ligne. Les échanges théoriques entre la délégation africaine et la délégation chinoise prennent fin avec l'exposé sur le rôle de la communication. Le vendredi 27 octobre 2000, nous sommes invités à aller à la rencontre physique de la Chine profonde. Nous commencerons par la province d'Anhui et Anhui est à l'est de Beijing. Cette introduction, ce livre est né suite à ce voyage et à la rencontre avec Aïcha. Et nous avons passé des nuits blanches avec le professeur pour qu'un jour, ce livre soit l'introduction de ma marche. Oui, il me l'a envoyé via l'ambassade. La première copie, je ne l'ai pas reçue. Et lui, il attendait que je réagisse, que je lise pour comprendre. Puis je l'ai contacté et il me dit, tu as reçu le livre? J'ai dit non. Alors j'ai dit, envoie ça par DHL, même s'il faut que je paye les frais. Et c'est ce deuxième livre que j'ai reçu. Et dans ce livre, nous avons convenu, j'ai été d'accord, qu'il m'introduise comme les Africains aiment. C'est-à-dire, il a badigeonné, mais il vous a introduit Aïcha dans ce livre. Et je vous dis, ce que je lui ai dit en l'an 2000, la Chine est sur sa toiture.
la Chine a retrouvé son règne d'antan. Il reste à l'Afrique à monter. Et la Chine avait décidé. Je suis partie en Chine. J'ai enseigné aux enfants chinois. La Chine a décidé que le moment venu, si les portes sont ouvertes, on m'accompagnera pour que l'éducation nationale de tous les pays africains change, tel que nous l'avons fait. Et que ça devienne théorie et pratique. Sans tâtonner, c'est un projet, un tronc d'action, une pratique unitaire sur toute l'étendue de l'Afrique. J'ai passé 10 ans en Chine, témoin du grand boom économique chinois que j'avais annoncé en 1995 et dont j'ai été témoin, comme le Seigneur m'avait prédit que je serais témoin de ce pays qui va venir nous sortir de ce chaos. Vos orgueils inutiles, vos intentions absurdes retardent cet élan. On serait déjà très loin. On ne devrait plus venir nous parler les avions seraient déjà, les compagnies d'aviation seraient africaines, seraient déjà au moins pour chaque pays un avion, un bateau. Je vous ai montré comment la Chine m'a introduit à sa flotte quand il commençait à fabriquer encore les bateaux, les pirogues, les bateaux, pour que nous refassions notre flotte maritime. J'ai publié. J'ai été chez Confuce, que vous appelez Confucius. Il s'appelle Confucius. Allez chercher. F en ma langue, c'est P. Confucius, c'était la confusion. Parce qu'il avait trouvé que tout est confusion. On a badigeonné son nom. Au lieu de Confuce, on vous a dit qu'il s'appelle Confucius. Et vous êtes dans l'erreur totale. Vous apprenez quel chinois? Le chinois de Confuce, c'est le Putonghua. Voilà le vrai chinois. Putonghua. Et c'est ça qu'on vous enseigne dans les musées là? Non. Parce que quand la bonne volonté vient, les locaux changent pour gagner de l'argent. Mais la Chine n'est pas venue pour vous tromper, ni pour vous exploiter. Vous n'avez rien d'autre que les ressources que la Chine a. Le sous-sol là. Nous sommes un peuple, le seul peuple avec qui tu sens l'odeur du vrai autochtone. Eton, Camerounais, Congolais, Mboussi. Tu vas sentir l'odeur du vrai chinois. On appelle l'odeur là chez nous voûte. Merci. Que Dieu nous aide à nous comprendre et à nous connaître. Donc, ici, nous avons reçu ça. Changing Destiny. Nous allons changer le destin. Voilà, ce matin, nous allons décortiquer ce livre que mon frère, le ministre Grégoire Ouona, Crescence. Voici maintenant où je peux utiliser ce livre. Et merci à la fidélité du ministre Grégoire Ouona. Résiliation patriotique.
C'est ça. Nous allons comprendre un bateau dans la tourmente. Cameroun, des raisons d'espérer. Mon frère, tu avais raison. Et je vous ai dit, ta femme peut le certifier. Je ne faillirai jamais, comme le papa a dit. Et nous sommes en 2024. Préparez-nous, la femme, les femmes, dignes de ce nom, du parti. Nous allons honorer le leadership camerounais. Je sais que vous en êtes capables là-bas. Et les sites du Cameroun sont capables. À bientôt. Bonne journée. Je suis Dr Ndomo Melingui Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2024.